Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans La Voix est libre, un horaire inhabituel et un format exceptionnel. 1 heure d'émission en direct pour faire le bilan de 11 années de présidence socialiste à la région, des interviews, des reportages. Et avec moi sur ce plateau pour animer l'émission, Virginie Charbonneau de France 3 Pays de la Loire. Bonjour Virginie. Bonjour Christine, bonjour à toutes et tous. Notre invité, il a présidé hier sa 65e et dernière session au Conseil régional des Pays de la Loire. Notre invité ce matin en direct, c'est Jacques Auxiette. Bonjour Jacques Auxiette. Bonjour, merci de me recevoir. Installez-vous. Ces images, pour commencer, c'était hier soir. Un des élus, un des proches, pour fêter votre départ. Un départ sur fond de polémique, puisque l'opposition était absente pour dénoncer, je cite, ce qu'elle a appelé une soirée de soutien aux candidats socialistes en campagne électorale. À droite, le conseiller régional Franck Louvrier affirme que vous avez tenté de grappiller quelques voix en flirtant avec la ligne jaune du droit électoral. Une sortie ratée, Jacques Auxiette ? Bon, écoutez, Monsieur Louvrier est un habitué de ces observations tout à fait déplacées. Je rappelle que moi, je ne suis pas candidat aux élections régionales. Mais nous sommes en campagne électorale. Bah oui, mais il y a eu une session hier aussi, et jusqu'au 17 décembre minuit, je continuerai d'exercer mes responsabilités en totalité. Les règles de droit, je les connais, je les ai appliquées. Je ne suis pas sûr que M. Louvrier les ait fait appliquer à Sarkozy lorsqu'il était président de la République. Donc je ne veux pas rentrer dans une polémique en la matière. Ce que je crois, c'est que... Vous dites la soirée d'hier, elle était légitime. Non, les responsables politiques ne s'honorent pas à essayer d'enclencher des polémiques sur des sujets, encore une fois, qui les discréditent tous. Je crois que la responsabilité publique, c'est autre chose que cela. Bien évidemment, il ne faut pas que ça devienne une tribune électorale payée par le contribuable. Je sais ça et je sais que c'est condamnable et je ne le fais pas et je ne l'ai jamais fait. Mais d'un autre côté, le fait que c'était la dernière session plénière de ce mandat, et par conséquent, après chaque session, et vous en êtes sans doute parfois les témoins, il y a un buffet le soir, il y a une réception. On ne se quitte pas comme ça avant de partir. Souvent, ça finit tard. Il y a un moment de réception. Eh bien, mes collaborateurs, c'est pas moi qui suis à l'origine de cette demande, ni de cette manifestation, ni de cette organisation. Vous faites une grosse surprise, c'est ça ? Oui, je crois qu'il y a eu quelques surprises qui sont sympathiques d'ailleurs, et qui démontrent qu'on n'est pas seulement le président de la région comme ça, cette espèce de monstre froid, déconnecté des réalités humaines. C'était plutôt sympathique de ce point de vue. En ce qui me concerne, j'ai trouvé ça plutôt sympathique, et en tout cas, ça n'a s'apparenté nullement à une campagne électorale, encore une fois, à laquelle je ne suis pas partie prenante en tant que candidat. On va revenir dans cette émission sur votre présidence et les 11 années, ce qui a eu de bien, ce qui a eu de moins bien. Tout de suite, d'abord, un retour en images. Qui aurait parié sur Jacques Auxiette en 2004 ? Soyons honnêtes, à l'époque, pas grand monde. Même les ténors du PS alors semblent peu miser sur cet élu local. Je ne crois pas du tout que les présidents de région doivent être nécessairement des personnalités nationales ou des personnes qui visent un destin électoral au-delà de la région. Ce qu'on demande à un président de région, c'est de pouvoir être d'abord un animateur, un rassembleur et un bâtisseur. Pas de mandat national donc pour Jacques Auxiette. Son destin à lui sera bien régional. Car à la surprise générale, le maire de La Roche-sur-Yon fait basculer la région à gauche le 28 mars 2004 avec 52,3% des suffrages. Stupeur à droite qui n'a pas vu venir la défaite. Nous sommes victimes d'une lame de fond, de ce que je considère comme un 21 avril à l'envers. 24 régions sur 26 sont désormais à gauche en France. Et en Pays de la Loire, Jacques Auxiette va vite montrer quelles sont ses priorités. Les transports publics d'abord. La région bataille pour conserver et créer des lignes SNCF et achète des rames pour augmenter l'offre. Les lycées ensuite. En 11 ans, 5 ont été construits et 5 autres sont prévus dans la région. Entre-temps, les manuels scolaires ont été rendus gratuits, tout comme les études d'aide-soignant ou d'ambulancier. En 2010, Jacques Auxiette repart en campagne face à Christophe Béchu cette fois. La gauche l'emporte nettement, 56,3% des voix. Elle garde la région. Un deuxième mandat marqué par un deuxième emprunt régional de 100 millions d'euros cette fois.
marquée surtout par une actualité brûlante, celle de Notre-Dame-des-Landes. Un aéroport que soutient inconditionnellement Jacques Oxiette. Ça n'est plus un projet, c'est une réalité aujourd'hui. Les travaux vont commencer et il faut que les terrains soient disponibles pour enclencher ces travaux. Sauf que depuis 2012 et l'opération César, destinée à évacuer la ZAD, ce n'est plus la région qui donne le tempo, mais l'État. Un statu quo imposé qui a créé des fortes tensions dans l'hémicycle. À cette occasion et à d'autres, les conseillers régionaux ont éprouvé le caractère du président Oxiette. Souvent, pour rigoler, je l'appelais le proviseur parce que j'avais l'impression que même à presque 50 ans, puisque j'ai 48 ans, j'arrivais dans son bureau et j'avais l'impression d'être un élève qui arrivait dans le bureau du proviseur, parce qu'il a ce côté un peu sévère quand effectivement on a des désaccords qui sont assez marqués. On a eu des moments à la fois sympathiques, mais à certains moments c'était très conflictuel, notamment sur l'aéroport. Je pense que j'aurais voulu un président qui cherche davantage à comprendre son opposition, à l'associer peut-être sur une action régionale qui ne doit pas forcément être d'une opposition systématique l'un envers l'autre. Après Olivier Guichard et ses 24 ans de règne, Jacques Oxiette est celui qui a présidé le plus longtemps les Pays de la Loire. Une région menacée de disparition lors de la réforme territoriale, mais qu'il va finalement transmettre intacte avec ses 5 départements. Jacques Oxiette, garder la région intacte, est-ce que finalement ça a été le combat le plus difficile ? Sans doute le plus irrationnel en tout cas. Et j'ai dit, compris au président de la République, à tous les ministres que j'ai vus à ce moment-là, que l'initiative qu'ils avaient prise de fusionner un certain nombre de régions, de diviser par 2, c'était l'objectif, le nombre de régions françaises, ne me paraissait pas être prioritaire compte tenu de ce que je savais que faisaient les régions françaises. Et je l'avais dit Premier ministre de l'époque également, Jean-Marc, avant que cette initiative soit prise. Jean-Marc Ayrault. Il me semblait, oui, excusez-moi de l'appeler par son prénom, mais on se connaît depuis tellement longtemps, que ce qui était prioritaire, c'était effectivement la décentralisation, c'est-à-dire de voir comment, pour relancer une dynamique nationale, il fallait transférer un certain nombre de responsabilités qu'exerce actuellement l'État jacobin aux régions, non pas dans une logique fédérale. Il ne s'agit pas de détruire l'unité nationale, de garder les fonctions régaliennes, comme l'on dit au niveau national, mais de faire en sorte que sur un certain nombre de sujets, la réactivité des territoires, et je crois qu'on l'a démontré sur un certain nombre de sujets, était bien meilleure, et qu'en plus, la réalité française, elle est diverse. Et c'est ce que j'ai souhaité. Et par conséquent, je me suis bagarré, effectivement, fortement, violemment, d'abord pour ne pas dépecer la région, parce qu'on voulait nous marier avec d'autres. Alors justement, c'est une victoire d'être resté à 5 ou c'est un échec de ne pas avoir réussi à fusionner avec la Bretagne ? Non, je crois que c'est la victoire globale de l'ensemble des acteurs de la région. C'est pas une victoire d'Oxiette. Ça vous satisfait ? Ah ben oui, tout à fait. Parce que ça, on l'a évoqué, plusieurs l'ont évoqué, une espèce de seconde naissance de la région des Pays de la Loire on a pu constater que c'est effectivement pas une identité comme l'est la Bretagne, comme est l'Auvergne ou l'Alsace. Il y a d'autres territoires qui ont une identité qui correspond à l'histoire des provinces en particulier. Mais là, cette région elle aurait été plus forte avec la Bretagne malgré tout. Moi, nous étions favorables dans l'hypothèse où la fusion était un impératif. Et par contre, nous avons été prête à fusionner avec la région Centre, puisque la région Centre, nos collègues de la région Centre, avec lesquels on a l'habitude de travailler d'ailleurs autour de la Loire, souhaitaient pouvoir avoir une façade maritime. Et vous ? Mais vous comprenez bien, moi je n'étais pas défavorable à cette hypothèse-là. Alors vous n'étiez pas tellement pour, hein ? Vous connaissez un tout petit peu la géographie. Nantes, par rapport à la région Centre, de Chartres jusqu'à Orléans, se trouvait pas au cœur, comme capitale, comme métropole de cette hypothétique région. Et comme il y a quelques affinités pour faire en sorte que la Loire-Atlantique soit transférée, regroupée avec la Bretagne, si nous avions laissé faire cela, c'était accréditer l'idée que la Loire-Atlantique devait se retrouver en Bretagne avec la région Bretagne. Ce que je ne voulais pas et ce que les Nantais ne voulaient pas non plus. Alors cette région des Pays de la Loire, est-ce que les Ligériens, dont vous parlez, la connaissent ? Est-ce qu'ils vous connaissent ? Eh bien Virginie Charbonneau leur a posé la question. Est-ce que vous savez qui est le président de la région Pays de la Loire ? Non, pas du tout. Aucune idée ? Non, aucune idée. Si vous me dites le nom, je pense que ça va revenir, mais là, comme ça... Jacques Oxiette. Oui, ok. Monsieur Oxiette. Il est de quel parti politique ? Plutôt de gauche. Non, je ne sais pas. Comment s'appelle-t-il ? Jacques Oxiette. J'ai entendu son nom.
Il est de quel parti politique? Divers droite, je pense. Non, il est socialo, effectivement, non. Il s'occupe de quoi un conseil régional? Le conseil régional s'occupe de la région. Tout ce qui touche à la région, j'imagine, le financement des régions, les transports, etc. Je pense qu'il y a les lycées également qui doivent être dedans. Tout ce qui est éducation aussi, voilà. Enfin, il s'occupe. On espère qu'il s'en occupe. On n'y croit plus. Une région s'occupe de... Elle s'occupe de ses concitoyens, je pense. Oui, c'est tout ce qui est, par exemple, les compétitions, enfin tout ce qui est sportif ou... On a dû le savoir, mais on oublie. Ah oui, on a dû le savoir, mais on oublie, visiblement, c'est ce qu'on entend. Ça vous fait sourire, Jacques Auxiette, mais quand même, la collectivité régionale, elle existe depuis 30 ans maintenant. Elle reste finalement très méconnue des Français et de nos concitoyens ici en Pays de la Loire. Ça doit non seulement interroger les institutions et l'élu que je suis, mais ça doit aussi vous interroger en tant que professionnel de l'information. Je pense que... Est-ce que vous nous dites qu'on fait mal le boulot? Non, mais je dis, si vous interrogez, je ne montre pas du doigt, je ne dis pas c'est de votre faute ou c'est de la faute. Je pense qu'il y a une vraie responsabilité de l'ensemble des acteurs pour mettre en avant finalement ce qu'on appelle, en s'adressant aux jeunes, la citoyenneté. La République. Nous sommes une institution de la République méconnue. Pourquoi aussi? Parce qu'elle est jeune, dans une certaine mesure, mais aussi parce que souvent, elle n'agit pas elle-même directement. On parle des lycées. Les lycées, c'est encore vécu, et naturellement, par l'État. C'est l'État qui paye les professeurs, qui définit les programmes. Même chose pour les trains. Les trains. La SNCF fait tout pour laisser croire que c'est elle qui fait tout, alors que c'est nous qui payons. Je fais partie de ceux qui essayons de définir la notion d'autorité organisatrice politique qui dit à la SNCF ce qu'elle a à faire. Mais dans l'opinion publique, et la réalité, c'est les trains, c'est la SNCF. Est-ce parce que vous ne pesez pas suffisamment un budget d'1,5 milliard? C'est celui du département de la Loire-Atlantique. C'est à peine plus que celui d'une métropole comme Nantes Métropole. Est-ce que c'est pas... Vous avez raison de souligner ça. C'est aussi le sens de mon combat tout à l'heure, ce que j'évoquais en disant, moi j'aurais souhaité plutôt que le gouvernement, qui l'avait d'ailleurs annoncé comme étant et le président de la République comme étant décentralisateur, se préoccupe de cela. Je vais en Allemagne de temps en temps, en Italie aussi. Le budget en Allemagne, Schleswig-Holstein, 2 800 000 habitants au nord de l'Allemagne, un budget 10 fois supérieur au nôtre. Alors, je crois que c'est le cas en Europe. Et je pense que les pays qui fonctionnent bien aujourd'hui sont ceux qui ont mis en avant une plus large part de décentralisation. Et à partir de cela, je pense que... alors peut-être que vous avez choisi quand même. Généralement, vous organisez bien les interviews. Non, mais pas forcément. Ça correspond à la réalité. Sur les compétences, en tout cas, c'est très, très méconnu. Je pense que tout le monde sait, on l'a écrit sur les trains, que c'est quand même un peu la région qui s'en occupe. Et pour les lycées, vous l'avez évoqué dans votre reportage, le fait que nous ayons accompagné l'État dans les responsabilités concernant l'éducation, sur les manuels scolaires, sur les bâtiments, les 5 lycées qui ont été construits, tout le monde sait bien que ce n'est pas l'État qui les a construits et qu'on les construit mieux que ce que l'État le faisait. Est-ce que le problème, c'est qu'il justement, il n'y a pas tellement de strates administratives qu'on ne sait plus tellement qui fait quoi? Il n'y en a pas plus que dans les autres pays. Je crois que ce vocabulaire des millefeuilles est effectivement une réalité, mais en Allemagne, il y a aussi les 3 niveaux. Donc pour vous, les départements, par exemple, sont légitimes? Je n'ai jamais proposé la suppression des départements. Ça a été évoqué, c'est l'histoire. Parce que je crois que, y compris dans les grandes régions aujourd'hui qui sont créées, et même pour nous, nous avons mis en place des lieux en département pour pouvoir gérer les personnels dans les lycées, pour pouvoir gérer la formation, les relations avec les territoires. Donc je pense que quelle que soit la structuration administrative, il y a effectivement des évolutions qui sont en cours, qui n'ont pas été jusqu'au bout, mais il y a nécessité d'avoir une structuration dans la proximité. On va gérer maintenant les transports scolaires. À partir de 2017, les régions vont gérer les transports scolaires. On ne gère pas les transports scolaires de Nantes. On ne gère pas la formation professionnelle de proximité, même si on a une vision régionale de Nantes. Je crois que ce débat sur les structures doit être accompagné de savoir comment on met en œuvre. Moi, je ne souhaite pas, en tout cas, je ne serai pas là pour le faire, que l'augmentation des responsabilités, j'allais dire des pouvoirs des conseils régionaux, qui ont été actés dans les lois récentes, se traduisent par ce que j'appelle le jacobinisme régional. Il ne faut pas qu'on copie l'État dans la manière de gérer le territoire régional. Il faut vraiment avoir une gestion de proximité,
c'est pas de la démago, ça. C'est aussi pour pouvoir mobiliser et pas seulement pour être mieux reconnu des électeurs. Parce que c'est important. Quand on dit aux gens d'aller voter, il faut qu'ils sachent à quoi ça sert. Justement, on va en parler. On l'a déjà vu dans le reportage tout à l'heure. Vous avez beaucoup investi. Et pour investir, eh bien, vous avez emprunté. Logique. La dette a explosé en 11 ans. 393 millions d'euros en 2003, 1,2 milliard en 2014, 119 euros par habitant en 2004, 365 en 2014. Des emprunts évidemment trop élevés au goût de l'opposition. On écoute Bruno Retailleau, le candidat de la droite aux élections régionales, et on en reparle après. Certes, il y a une crise, certes, il a fallu beaucoup investir, mais depuis une dizaine d'années, la dette a été augmentée par 3, un triplement de la dette. On est la région qui a le plus augmenté, par exemple, la fiscalité sur les automobilistes, c'est-à-dire sur la carte grise. On a, sur la dernière période, sur le dernier mandat, le pompon, si j'ose dire, de cette augmentation, avec des emprunts qui sont très très élevés et avec une sorte de consommation des marges de manœuvre pour le futur mandat qui peut atteindre au moins les 2/3. Donc ça signifie que, avant même le choix des électeurs en décembre, on sait que par la décision passée, les 2/3 de ces marges de manœuvre du futur ont été déjà consommées, ce qui est inquiétant. Jacques Auxiette, est-ce que vous avez obéré l'avenir de la région en la surendettant ? Je ne le crois pas. Ça, je connais bien M. Retailleau. Je suppose on pourrait faire des commentaires sur la manière dont il a géré le département, dont il était le président il y a quelque temps, mais je ne veux pas rentrer dans ce débat qui intéresse personne. Pourquoi on emprunte ? Les chiffres sont réels. La dette Pourquoi on emprunte ? a augmenté. Je nie pas les chiffres, mais ce n'est pas une maladie honteuse d'emprunter pour faire des investissements qui sont utiles aux habitants de la région et qui correspondent à une réalité particulière de la région des Pays de la Loire. Alors à quoi ont servi les emprunts ? Dites-nous. Cette réalité, c'est l'augmentation de la démographie, c'est ce que vous avez rappelé dans votre reportage. Initialement, c'est les 5 lycées qui ont été construits, ceux-là, ce n'est pas une abstraction. Et puis, c'est ceux qu'il faut construire. Parce qu'en disant ce que dit M. Retailleau, ils mettent en cause les décisions qui ont été prises, et que j'assume totalement, qui consistent à prendre en compte les besoins du territoire, compte tenu notamment de l'augmentation de la démographie. Et est-ce que c'est vrai qu'il n'y a plus de marge de manœuvre ? Est-ce qu'il n'y a plus de marge de manœuvre pour les successeurs ? Les marges de manœuvre, c'est celles que nous avions nous-mêmes. Mais encore une fois... C'est le jeu logique, c'est ce que vous dites, c'est logique. Emprunter, ce n'est pas une maladie honteuse, et c'est même reconnu par la Chambre régionale des comptes, par l'agence qui nous contrôle suite aux emprunts obligataires sur lesquels je reviendrai, comme étant une très bonne gestion, et c'est même des emprunts vertueux. Cette démarche-là, qui consiste à montrer cette critique-là, c'est une démarche fallacieuse. Pourquoi ? Parce que ce que l'on reproche à l'État, surtout le gouvernement, c'est d'avoir emprunté pour rembourser ses emprunts et pour payer ses fonctionnaires. Nous, lorsqu'on achète 100, pour 100, 80, c'est de l'épargne. Autrement dit, si vous achetez une voiture 10 000 euros, vous allez mettre 8 000 de votre épargne et vous empruntez 20. C'est ça ce qu'on appelle l'autofinancement, ce n'est pas des trucs abstraits. Qu'on parle d'autofinancement, qu'on parle de dette, le problème quand même majeur de la région, c'est qu'elle n'a pas tellement de levier financier. En fait, vous êtes alimenté sur un budget d'1,5 milliard, essentiellement par des dotations de l'État que vous ne maîtrisez pas, c'est ça ? Le levier, c'est la carte grise, par exemple. On va voir une courbe qui montre que la carte grise, elle a quand même beaucoup augmenté dans notre région. Elle est d'ailleurs l'une des plus chères de France aujourd'hui, 48 € par chevaux fiscal. C'est ça votre souci, c'est qu'en fait, vous ne pouvez pas, autrement que par l'emprunt, vous financer ? On ne l'a pas augmenté depuis 2 ans et on a décidé hier, justement, plus 70% en 10 ans, quand même. de la stabiliser. Mais vous venez de le dire. Quand on a des besoins à satisfaire, je répète, en investissement, qui correspondent à des besoins à satisfaire pour la réalité régionale dont la démographie est en croissance. Ce n'est pas abstrait, ça. L'an dernier, il y a eu 3 000 lycéens de plus. Cette année, 4 500. Où on les met ? Dans des préfabriqués ? Dans des lycées paillerons, comme faisait l'État précédemment ? Ce n'est pas le choix que nous avons fait. Et dans les discussions que j'ai eues avec la Chambre régionale des comptes, avec Standard & Poor's, qui contrôle, à juste titre, qui contrôle quoi ? La capacité que l'on a à rembourser nos emprunts. Il n'y a jamais eu de problème. La preuve, c'est que avant-hier, on a remboursé le premier emprunt obligataire, 80 millions d'euros. Pourquoi ces 80 millions d'euros ont été faits en 2009 ?
Parce que tout simplement, à l'époque, rappelez-vous, c'était la crise mondiale des finances. On n'était pas sûr, pour pouvoir remplir nos obligations en matière d'investissement, de trouver les liquidités. Qu'est-ce qu'on a fait? On a dit aux habitants de la région qu'ils le souhaitaient, une partie de votre épargne, plutôt de la laisser dans une assurance vie qui va à Paris, ou peut-être même parfois aux États-Unis, investissez-la dans la région pour faire quoi? Des lycées, pour acheter des trains, et pour aussi faire en sorte que ce qui a très bien marché, avec la place financière, avec les partenaires sociaux, salariés et employeurs, on met en place un dispositif pour protéger... protéger... C'était assez rémunérateur pour les Ligériens d'ailleurs, hein. Ils ont répondu présent. Oui, c'est 4% net d'impôt. À l'époque, c'était à peu près les taux. C'est mieux qu'un livret dans une banque. C'était à l'époque, parce que les taux à l'époque n'étaient pas ceux qu'on connaît aujourd'hui. On était autour de 3,90. Je me souviens d'avoir comparé ces taux-là. Et entre 3,90 et 4, il n'y a pas une marge très, très, très grande. Donc je crois que ces questions-là, ça traduit tout simplement, et moi je voudrais faire, si vous le permettez, un tout petit peu de politique par rapport à M. Retailleau, qui lui est candidat. Moi je ne le suis pas. On sent qu'il vous a énervé avec sa question. Non, mais je pense que ces débats-là, qu'ils disent ce qu'il veut supprimer, mais justement, qu'ils disent ce qu'il veut faire. Justement, on va le réécouter sur le bilan des finances. Il vous accuse d'avoir dépensé sans compter. Vous répondez après. C'est pas seulement Jacques Oxiette, c'est une fibre socialiste. On le voit bien avec François Hollande, on le voit bien au niveau national. Et au niveau régional, on n'a que la déclinaison, si vous voulez, des travers qui sont les travers du socialisme parisien. Je pense qu'il faut à un moment donné baisser la dépense publique. Comment est-ce qu'on peut la baisser? On doit pouvoir la baisser en baissant le train de vie, en baissant la communication, en baissant tout un tas de dépenses qui n'apportent rien à la collectivité. Aujourd'hui, je crois que le temps de la décentralisation heureuse est terminé, il est derrière nous. Chaque euro dépensé doit être un euro utile. Et si on ne reprend pas des marges de manœuvre sur le fonctionnement, eh bien, à ce moment-là, on se condamnera à terme pour l'investissement. Moins d'investissement, ce sera moins d'emploi. Moi, je l'ai fait en Vendée, c'est clair. On ne remplace pas tous les départs en retraite. La région a énormément embauché, au-delà même des simples transferts des charges de l'État sur la région. Il y a eu beaucoup d'embauches. À un moment donné, c'est clair, si on fait trop de masse salariale, on ne peut plus investir. On est asphyxié. Est-ce que les effectifs de la région, Jacques Oxiette, ont explosé depuis 2004 ? On a évoqué ça hier, ça fait partie des thèmes récurrents de la droite, dont fait partie M. Retailleau, que je respecte, il a le droit d'avoir ces positions-là, de considérer que l'ennemi, c'est les fonctionnaires, qu'il y en a toujours trop. Alors, il y en a combien à la région ? Il y en a, je n'ai pas les chiffres sous les yeux, mais ces chiffres sont publics puisqu'ils sont dans tous les rapports. On a augmenté moins dans 10 ans l'effectif réel des personnels de la région que la droite l'avait fait du temps de M. Retailleau, puisqu'il a été vice-président à la région de 98 à 2004. Moi, j'étais dans la minorité à l'époque, donc je me souviens. Ils ont recruté le double. Donc c'est un faux procès. Ils ont recruté le double en 5 ans par rapport à cela. C'est un faux. Pourquoi on a recruté, nous ? Il faut le dire, pourquoi on a recruté. Quand on nous a transféré les personnels non enseignants, ils sont aujourd'hui dans les lycées. Ils sont aujourd'hui 2250 plus 250 remplaçants. Ça fait 2500. Il faut quand même rappeler ça. C'est Raffarin qui a fait Transfert obligatoire, en fait. C'est Raffarin qui a fait ça. Août 2004, par un 49.3. On ne l'a pas demandé, ça. Hein. Et les personnels n'étaient pas très chauds pour venir à la région. Aujourd'hui, je crois qu'ils sont plutôt contents d'être à la région. Ça, c'est 70% des effectifs de la région. Qu'est-ce qui se passait à l'époque par l'État, c'est qu'il y a une grande partie de ces personnels qui étaient des précaires, et précaires depuis longtemps. Eh bien, nous, on les a tous titularisés. Et pour titulariser un fonctionnaire, il faut créer des postes. Ça représente la moitié des 150 personnes qui ont été recrutées en plus en 10 ans. Et qui sont réellement en poste. Alors, sur les tableaux d'effectifs, et c'est ce qui a provoqué un peu les polémiques, encore une fois, sur les chiffres, il y a effectivement davantage non en termes d'effectifs théoriques, mais en termes de personnes réellement payées par la région, encore une fois, on a recruté moins de fonctionnaires. Et qu'est-ce qu'on a recruté encore récemment ? C'est aussi pour gérer les fonds européens. Et la gestion des fonds européens, elle est payée aussi par le transfert de crédit en la matière. Donc je crois que cette question-là est vraiment une question purement idéologique. Sur le problème des investissements sur lequel je reviens, c'est aussi une question très idéologique. Ça veut dire que la droite, une certaine forme de droite, ça n'a pas toujours été le cas, mais une certaine forme de droite, et notamment cette droite que représente M. Retailleau, ce qui consiste à dire la puissance publique n'a pas à intervenir dans la matière. C'est une gestion très libérale. Il n'y a que le marché qui doit gérer ça. Quand on a investi dans un certain nombre d'usines, mais est-ce que c'est votre rôle, justement ? Est-ce que c'est le rôle Cyclotron, Technocampus Océan, il y a quelque temps,
Je crois que tous les acteurs, il ne s'agit pas de se substituer aux acteurs privés en la matière, mais c'est de considérer qu'il est de notre responsabilité, publique d'accompagner cette démarche-là. C'est le rôle d'une région, d'une collectivité d'entrer dans le capital d'une entreprise? Tout à fait, la loi le prévoit d'ailleurs, mais on n'est pas rentré. Vous êtes d'ailleurs la seule collectivité à pouvoir le faire. Des entreprises que je viens de citer. On a créé les conditions, on est propriétaire de l'immobilier. J'ai cru comprendre parfois qu'ils voulaient le vendre, cet immobilier-là, comme ils voulaient vendre des espaces départementaux. Ben voilà, les gens savent à quoi s'en tenir. Alors, Bruno Retailleau, il pointe les effectifs, il pointe aussi la communication. C'est quelque chose de récurrent auprès de vous. Il pointe aussi les gabegies qui pourraient être dans les espaces régionaux. Je ne suis pas sûre que beaucoup de personnes en Pays de la Loire savent qu'il y a des espaces régionaux dans chacun des départements où ils sont situés. À quoi ils servent, ces espaces régionaux? Ils coûtent, dit Bruno Retailleau, 8 millions d'euros. Alors, ces espaces régionaux, je rappelle qu'il y en avait un en 2004, au Mans, ce qui devait permettre sans doute à M. Fillon d'éviter de se déplacer à Nantes pour s'occuper de la région. Je l'ai gardé, celui du et vous Mans, en avez mis dans chaque département? Et on en a mis dans chaque département. À quoi Deuxième chose, il y en avait un à Paris que j'ai fermé. Il servait à quoi? À faire en sorte que les élus régionaux soient plutôt à Paris qu'à Nantes ou dans la région. Je l'ai supprimé. Et on vient de voir que la région, maintenant, est responsable de l'ensemble des personnels qui sont dans les lycées. On ne gère pas une belle entreprise de 2500 salariés de Nantes lorsqu'elle a des antennes dans 112 établissements. C'est entre autres pour assurer la gestion de ces personnels-là, pour assurer les travaux dans les lycées, parce qu'il y en a un petit peu de travaux dans les lycées à faire, pour gérer les formations, pour gérer en liaison avec les territoires, pour gérer en liaison avec les entreprises. C'est ce que j'ai appelé tout à l'heure, dans mon propos, la dimension de gestion de proximité. La politique, elle est régionale, mais la mise en œuvre, elle se fait avec les acteurs du territoire. Ce sont des établissements très peu fréquentés, visiblement, mais ces agences. Mais c'est pas fait pour ça, c'est pas une vitrine, c'est pas pour faire de la com'. C'est pas pour faire de la com', c'est tout simplement pour assurer une meilleure efficacité de la gestion régionale au plus près des territoires sur les compétences qui nous ont été transférées. Je ne suis pas sûr qu'ils savent bien les compétences de la région et ce qui justifie pour l'ensemble des actions une présence au plus près des territoires. C'est le contraire du jacobinisme régional, c'est la gestion dans la proximité des compétences de la région. Alors vous parlez des compétences de la région. Ça prouve que la communication n'est pas très bonne, puisqu'il n'y en a peut-être pas assez, puisque une bonne partie de ceux que vous avez interviewés tout à l'heure ne connaissent pas encore suffisamment à quoi sert la région. On ne va pas aller dans ces agences régionales. Vous parlez des compétences, eh bien il y a une compétence en tout cas qui est plutôt reconnue, c'est celle concernant les trains express régionaux. Tout de suite le bilan signé Christophe Amourio. Faire circuler les trains régionaux, c'est la principale compétence de la région dans le domaine des transports. Et depuis une dizaine d'années, les Pays de la Loire ont choisi d'investir fortement dans le matériel. Depuis 2004, la région des Pays de la Loire elle a investi 734 millions d'euros dans l'acquisition de 112 trains. C'est pour ça qu'on a un parc de trains régionaux qui est neuf. Et on attend 13 trains à 2 niveaux Bombardier qui vont être livrés à partir du début de l'année 2017. Ces trains à 2 niveaux qui font 500 places et qui vont à 200 à l'heure. L'autre priorité, c'est le réaménagement d'un réseau régional vieillissant. Une compétence normalement assurée par la SNCF et l'État, mais la région a fait le choix de s'y impliquer. Dernier exemple en date, la rénovation de la ligne Nantes-Saint-Gilles-Croix-de-Vie. C'était invivable pour les usagers et donc si la région et le département de la Vendée aussi n'avaient pas poussé dans la dernière période, eh bien peut-être qu'on serait à rouler à 40 à l'heure avant la fermeture définitive de cette ligne. Entre Nantes et Châteaubriand, là c'est une réouverture complète de ligne qui a eu lieu avec la mise en place d'un tram-train. Un matériel que l'on retrouve sur une ligne modernisée entre Nantes et Clisson. Ici et ailleurs, les associations d'usagers reconnaissent le volontarisme régional, même si certains voudraient aller encore plus loin. La réouverture de la ligne Mayenne-Laval, parce que là, il y a un vrai besoin. On crée des autoroutes pour mettre des cars, les cars Macron, et au détriment du chemin de fer. Et pour le prix des voyages, sont-ils plus chers qu'ailleurs dans les Pays de la Loire? C'est en fait le ministère des Transports qui fixe le tarif des billets au kilomètre. Aucune des régions n'a le droit de fixer les tarifs. Par contre, on a le droit, et on le fait, de mettre en place des dispositifs spécifiques pour les usagers. Et ces dispositifs de réduction semblent globalement satisfaire les associations locales. Parmi les axes forts d'investissement de la région, il y a aussi les pôles d'échange multimodaux, des lieux de connexion entre plusieurs moyens de transport. À terme, une quinzaine de villes des Pays de la Loire seront dotées de ce type d'équipement.
On se souvient, Jacques Oxiette, de votre coup de gueule en juin dernier lorsque vous avez appris que la ligne Nantes-Pornic, Nantes-Saint-Gilles-Croix-de-Vie ne rouvrirait pas. Ça n'a pas empêché qu'elle rouvre finalement tout de même au 1er septembre avec 2 mois de retard. Est-ce que pour vous, l'implication que vous avez mise, c'est assez reconnu, y compris par l'opposition, dans les trains express régionaux et dans le transport ferroviaire, ça a changé la donne avec la SNCF? Je crois que c'est de savoir, ça fait partie des choix sur les investissements aussi que l'on a abordé tout à l'heure, à quoi sert le ferroviaire. Je me suis investi dans une responsabilité antérieure lorsque j'étais maire sur le GART, qui est le groupement des autorités responsables de transport, c'est-à-dire pour bien dissocier quelle est la responsabilité de l'autorité politique pour développer une politique de transport collectif et quelles sont les responsabilités de ce qu'on appelle les exploitants ou les opérateurs, en l'occurrence pour les trains, la SNCF, et pour les cars ou les métros, une autre société locale. Je crois qu'effectivement, c'est très important et on peut avoir des doutes aujourd'hui pour savoir si le ferroviaire, qui est une industrie, comme on me dit parfois, du 19e siècle, si le ferroviaire a encore un avenir. Or, je crois qu'à un moment, notamment où on parle de la COP21, transition énergétique, ce ferroviaire, ces transports collectifs jouent un rôle très important. Et par conséquent, si l'on veut accroître la compétitivité dans la proximité, c'est ce qu'a bien connu notamment l'agglomération nantaise, c'est elle qui a relancé notamment le tramway avec Grenoble, ça remonte au Moyen-Âge. Vous étiez né, mais tout juste, 1983. Et par conséquent, cette dimension-là de compétitivité des territoires grâce au transport collectif de proximité est tout à fait essentielle, comme l'est la capacité que l'on a à rendre accessible un territoire à la longue distance. C'est le débat sur le TGV. Mais ma question, c'était par rapport à la SNCF. Les régions n'existaient pas par rapport à la SNCF il y a encore quelques années. Est-ce que ça a changé? Est-ce qu'aujourd'hui... Il y a encore des progrès à faire, puisque dans ce que je viens d'expliquer, l'opinion publique, et on l'a vu tout à l'heure, confond l'exploitant, SNCF, dominateur, exclusif dans sa communication, de ceux qui payent. Pour les transports en région, c'est 200 millions d'euros par an. Comme je dis de façon un peu triviale, c'est pas une queue de cerise, n'est-ce pas? Et quand on paye globalement l'ensemble des régions françaises 6,6 milliards par an à la SNCF, on est le plus gros client région française de la SNCF. Ça veut dire quand même que quand on est dans cette relation de client à fournisseur, on a un peu de respect pour son client principal, ce qui n'est pas totalement le cas. Non, alors je respecte les personnes, la SNCF, ça ne marche pas si mal que ça, même s'il y a des dysfonctionnements. Mais je pense que la culture de la SNCF, c'est la culture d'un État dans l'État. C'est-à-dire que c'est la SNCF qui définit la politique ferroviaire, alors que moi j'ai défendu dans un rapport que j'ai fait et que je réponds toujours, c'est pas à l'opérateur de définir la politique, c'est à la nation. Et pour ce qui concerne la région, c'est aux autorités régionales de définir la politique ferroviaire qui doit être conduite en région. Ce n'est pas du mépris, c'est simplement un rôle différent qui, pour l'instant, n'a pas été totalement intégré dans les relations avec la SNCF. J'étais à l'origine de cela au moment des relations dans les agglomérations françaises. Puisque à l'époque, la notion, c'est la LOTI, c'est Alain Chenard, maire de Nantes, qui avait présenté cela. La LOTI a défini cela pour définir justement le rôle d'une autorité politique et le rôle d'un exploitant. Ça marche dans les agglomérations, ça ne marche pas encore suffisamment dans les régions. Donc vous avez fait bouger les lignes, on l'a bien compris, sur les trains. En revanche, vous n'avez pas réussi à faire bouger les choses sur le futur aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Les zadistes ont même occupé une nouvelle maison au début de la semaine. Le maire de Notre-Dame-des-Landes a alerté sur un risque d'escalade de la violence. Et en visite mardi à Saint-Nazaire dans la région, François Hollande lui-même s'est exprimé sur la question. On écoute le président de la République interrogé par Céline Dupeyrat. Moi, je ne suis pas pour des zones de non-droit, parce que ça crée une insécurité, ça crée une instabilité. Donc, à un moment ou à un autre, il faudra faire cesser ces occupations. Je pense que là aussi, le dialogue doit être poursuivi, mais il y a un moment où il faut que la loi puisse être respectée. Et quant à ce que vous appelez le dossier de l'aéroport, qui est donc Notre-Dame-des-Landes, enfin c'est d'abord pour faire un aéroport, pas pour faire une zone. Et bien pour l'aéroport, le dialogue a été engagé, la concertation a eu lieu, il y a encore des recours et les procédures doivent être poursuivies. Il y a encore des recours, Jacques Oxiette, ça veut dire qu'il va falloir encore attendre ?
Écoutez, j'ai un seul bout de petit papier ici, parce que j'étais présent à Saint-Nazaire. Vous êtes derrière, on vous voit. Et j'ai moi-même discuté très précisément sur cette question avec le président de la République, que nous avions rencontré 15 jours avant à l'Élysée, après avoir rencontré le Premier ministre. Il le veut, cet aéroport, ou pas? Il le fait ou pas? Après avoir rencontré le Premier ministre. Vous avez peut-être des éléments qui ont été prononcés il n'y a pas très longtemps par le Premier ministre au Sénat sur une question de M. Guerriau. Mais là, c'est le président de la République. On sait bien que c'est lui qui va décider sur ce dossier, Jacques Oxiette. Je pense que la décision qui a été prise et la formulation qui a été prise par le Premier ministre sur cette question, justement, correspond tout à fait à ce qu'a évoqué en tête-à-tête le président de la République et ce qu'il a évoqué de façon... Oui, non. Est-ce qu'il le fait, cet aéroport, et quand? Cet aéroport va se fera. Quand? Se fera dans un calendrier qui est acté actuellement. Ce calendrier, c'est lequel? Pas moi qui décide, c'est une compétence de l'État, vous l'avez rappelé, et décision au premier niveau. Aujourd'hui, tous les recours qui pouvaient mettre en cause la réalisation elle-même de cet aéroport ont été jugés positivement 154. C'est quand même mais pas il dit rien. il y a encore des recours, ça veut mais dire il y a des recours, il y en aura attendre. toujours des recours. Oui, justement. Il le dit simplement qu'on est dans un état de droit et que chacun a la possibilité, ce que j'ai toujours dit, de faire des recours. Mais ces recours ne sont pas suspensifs. Donnez-nous une date, alors. Ces recours, cette date, je pense que compte tenu du calendrier, qu'il faut un certain temps pour mettre en chantier, si je puis dire, cette réalisation, et que l'évacuation est liée aussi à la capacité. C'est pas une date, ça, Jacques. Attendez, la capacité, ça a été évoqué très clairement. Je pense que le calendrier tel qu'il est aujourd'hui permet de penser que les débuts des travaux devraient intervenir au printemps 2016. Je regrette cela. Je me bagarre depuis 10 ans dans les responsabilités qui sont les miennes pour que ça avance. Et je voudrais dire, je n'ai pas tous les éléments ici, mais que l'occupation, elle ne date pas du président de la République actuel, ni de la majorité actuelle. Avant, il y avait une occupation, et les ministres de l'Intérieur, et Sarkozy et Fillon, n'ont rien fait pour la faire évacuer. Ça ne résout pas le problème. Et mais moi, j'ai toujours dit... Le sursis date de 2012 de Jean-Marc Ayrault et de François Hollande, qui, après l'opération César, ont dit on attend. Est-ce que ce n'est pas là qu'il fallait agir? Je pense que l'actuel Premier ministre, qui était ministre de l'Intérieur, n'avait pas hésité à agir. Mais on se dit aujourd'hui, vous aviez tous les leviers à l'époque. Jean-Marc Ayrault était à Matignon, François Hollande il y avait une grève de la faim. Quel contexte meilleur existait à l'époque pour lancer les travaux? Je vous rappelle qu'il y avait une grève de la faim. Et ce qui honore Jean-Marc Ayrault, le gouvernement, et accessoirement un tout petit peu nous, qui avons essayé de réguler les choses, c'est de ne pas se comporter vis-à-vis de ce dossier-là complètement irrationnel, comme l'avait fait Mme Thatcher, qui a accepté que les grévistes de la faim meurent. Et donc, la décision qui a été prise à l'époque de faire en sorte qu'on essaie de réguler un peu les choses, y compris en relançant une nouvelle concertation, a au moins évité à ces grévistes de la faim, avec lesquels je n'étais pas d'accord et je leur ai dit, de pouvoir continuer de vivre, ce qui n'avait pas été le cas dans un certain nombre d'autres. Donc ça, c'est la responsabilité qui honore le gouvernement et les décisions, qui a retardé le projet, qui a permis une concertation, ça fait quand même 3 ans. Qui aura permis une concertation supplémentaire pour améliorer le dispositif. Elle a servi à quelque chose, la commission du dialogue? Tout à fait, puisque un certain nombre de dispositions, elle a au moins servi à gérer ce temps-là, qui a permis une certaine pacification par rapport. Vous trouvez que c'est pacifié quand on voit ce qui se passe dès qu'il y a une intervention sur la ZAD? C'est pas tout à fait les mêmes. Parce que là encore, si la ZAD telle qu'elle est aujourd'hui a autant duré, c'est parce qu'il y a eu, dans une certaine mesure, un certain nombre d'organisations, d'associations, de partis politiques, que je respecte tout à fait, qui ont, dans une certaine mesure, même s'ils ne le voulaient pas totalement, crédibilisé une occupation complètement illégale. Et les rencontres que j'ai pu avoir avec le président du TGI à l'époque, qui a fait près de 200 expropriations, m'a dit à plusieurs reprises, de toute façon, il n'y a pas de plan B. Que l'aéroport se fasse ou se fasse pas, c'est une réflexion qui est posée notamment par les maires de l'intercommunalité réserve là-dessus récemment. Position intéressante aussi, un peu nouvelle. Qu'ils soient pour ou contre l'aéroport, ils considèrent que cette zone de non-droit, ce que je dis depuis longtemps, ne devait pas
perdurer. Et d'autant plus, comme ceci est indiqué, c'est qu'elle sème un peu, elle essaime un peu sur l'ensemble. Elle s'étale. En tout cas, c'est un dossier qui a envenimé vos relations avec les écologistes, avec Europe Écologie Les Verts pendant vos 11 années de mandat. L'un de vos vice-présidents, Jean-Philippe Magnin, écologiste, a même parlé avec vous de coopération conflictuelle. Vous avez des regrets là-dessus? Est-ce que vous vous dites, finalement, j'aurais mieux fait de faire comme Jean-Yves Le Drian, qui vient de confirmer qu'il était candidat en Bretagne pour les élections régionales et qui a dit aux écologistes qu'il aura fermé la porte? Je ne regarde pas en arrière, je n'ai pas de regrets ni éternels en la matière. Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, ça aurait été mieux si on n'avait pas eu cette difficulté-là pour la conduite du projet. Et les Europe Écologie Les Verts et un certain nombre d'autres organisations, parce qu'il y a aussi des centristes qui sont sur la liste à M. Retailleau et au sein de l'Assemblée régionale, qui ont une position un peu identique là-dessus. Oui, mais ce n'est pas le poids des écologistes à la région. Écoutez, c'est pas du même poids. Les derniers communiqués que je viens de lire concernant la droite, et je l'ai vu au Conseil régional, il y a un certain nombre de centristes, entre guillemets, qui sont contre l'aéroport. Je reviens aux écologistes. Ça n'a pas été difficile quand même pour vous dans l'exécutif. Ce que je veux dire, ça aurait été mieux si c'était autrement. Mais moi, je ne rêve pas la réalité. Ce qu'on a acté, ça ne remonte pas à 2004, ça remonte bien avant de 98. Les écologistes, ou un certain nombre de personnes, étaient contre ce transfert d'aéroport. Sauf qu'en 2004, ils sont partis avec vous. Pas en 2010. Ils sont partis... sur votre liste. Au premier tour. Pas de liste au premier. Et en 2010, ils ne sont pas partis au premier tour, en 2010. Non, en 2010, ils avaient leur liste, c'est ce que je dis, oui. En 2010. Oui, et au second tour, on s'est retrouvés ensemble. Et on a acté une divergence, puisqu'on n'est pas tous dans le même moule, avec les mêmes sensibilités. Ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'au-delà, encore une fois, j'aurais préféré que ce soit autrement. Mais ce n'est pas le cas. Et cette diversité qui existe avec... Nous avons acté le fait que Europe Écologie Les Verts pouvait s'identifier politiquement par un vote négatif sur les propositions qui ont été faites par la majorité. Je n'ai pas changé de position, moi. Hein. Eux non plus. Et accessoirement, non plus, puisqu'ils ne repartent pas avec Christophe Cageot. Dans une démocratie, il faut rappeler ça de temps en temps un tout petit peu. C'est pas la minorité qui gouverne. Elle a le droit de s'exprimer, on doit la respecter, y compris la minorité dans la majorité, mais c'est la majorité qui impose légalement, légitimement, ses positions. Alors on va écouter la minorité, si vous voulez bien. Jean-Philippe Magnin a une question à vous poser. Alors Jacques, tu es très attaché aux valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité. Tu parles même souvent d'état de droit et de respect de cet état de droit. Ne crois-tu pas qu'aujourd'hui le discrédit des politiques est souvent dû au non-respect d'une autre valeur, en tout cas une valeur qui m'est chère, qui est l'honnêteté? Alors, est-ce que l'honnêteté en politique, c'est important pour respecter les valeurs qu'on porte? Je suppose qu'à travers ce questionnement, il parle d'honnêteté intellectuelle. Oui. Il ne parle pas d'honnêteté. J'ai jamais mis le doigt dans le pot de confiture en ce qui me concerne. Est-ce que vous vous êtes renié parfois sur... Je ne crois pas. Je ne crois pas, mais peut-être que certains l'ont observé, je ne crois pas. Et je me fais un point d'honneur de rappeler de temps en temps que j'ai eu toujours le même discours dans la minorité, j'allais dire dans l'opposition, mais je distingue ces deux mots, dans la minorité régionale du temps d'Olivier Guichard, du temps de François Hollande, et notamment sur l'aéroport, je n'ai pas changé d'avis sur un certain nombre d'autres sujets, que lorsque j'exerçais les responsabilités. Je crois que c'est effectivement ce qu'on reproche souvent aux responsables publics, aux responsables politiques, c'est d'avoir ce grand écart entre ce qu'ils disent pour conquérir le pouvoir et ce qu'ils font après. Est-ce que vous le reprochez, par exemple, à notre président de la République actuel? Je pense que ce qu'on peut reprocher au président de la République, et je crois que le Premier ministre Jean-Marc Ayrault s'est exprimé récemment sur cette question-là, c'est sans doute de ne pas avoir, lors de son discours d'investiture, Jean-Marc Ayrault, et ça je crois que c'était sous instruction du président de la République, pas un secret puisqu'il l'a déclaré il y a quelque temps, suffisamment mis l'accent sur la réalité et les difficultés de la France au moment où le président de la République, François Hollande, est arrivé aux responsabilités, et Jean-Marc comme Premier ministre, c'est sur l'héritage qu'avaient laissé François Fillon et Nicolas Sarkozy. Non pas pour dramatiser inutilement, mais pour donner une photographie de la réalité assez difficile, voire dramatique, dans lesquelles était la France aujourd'hui. Il vous déçoit, François Hollande? Comment? Il vous déçoit, François Hollande? Écoutez, je pense que c'est un homme d'État d'une grande intelligence, mais sur un certain nombre de sujets, je me suis exprimé sur la réforme territoriale, sur le dossier de Notre-Dame-des-Landes. Je pense qu'on aurait pu aller plus vite, je l'ai dit tout à l'heure. Il a manqué de courage? Je crois que c'est
plus compliqué que ça. Moi, je n'ai pas le même caractère que François Hollande, si je peux me comparer à ce que je connais bien. Je connais bien, on s'entend bien, on se tutoie. Je l'ai revu, je vous dis, il y a 15 jours, je l'ai revu il y a cette semaine également. Je n'ai aucune difficulté de respecter la fonction qui est la sienne, l'intelligence qui est la sienne, le sens de l'État, mais aussi avec une manière d'agir qui n'est pas mon comportement, qui n'est pas mon caractère. Et je pense que de plus en plus, vous voyez, c'est il a manqué d'action. Le vieux sage. Non, c'est pas forcément ça. Le vieux sage que peut-être je suis désormais un peu plus, c'est de considérer qu'effectivement, il y a des comportements différents, il y a des approches différentes de la manière à la fois de gouverner, d'exercer un pouvoir ou une autorité. Et je pense que le fait, dans certains moments, dans certaines circonstances, d'avoir, entre guillemets, d'abord de gérer le temps, d'avoir une souplesse dans la décision plus grande, qui peut apparaître comme étant de la faiblesse ou de mon côté. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui, peut-être à tort, dans certaines circonstances, effectivement, tranche, décide rapidement pour l'action. Je pense que tout le monde n'a pas cette même... C'est peut-être plus facile en tant que président de région que président de la République. Je ne sais pas. Sur le plan politique, en tout cas, vous quittez votre présidence de région dans un contexte difficile pour la gauche. On va regarder les résultats aux élections régionales au premier tour et les dernières élections départementales. Eh bien, la gauche a perdu 20 points. Le Front National lui a multiplié son score par 3, passant de 7 à 21%. Qui est responsable de cette montée du Front National, Jacques Auxiet ? Ouais, je crois que ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il y a une montée du Front National. Dans notre région, c'est assez récent. C'est une réalité, nationale. Je rappelle que dans la région des Pays de la Loire, il y a eu toujours une liste et des comportements liés à la droite extrême que portaient notamment M. De Villiers et M. Retailleau. Qui était responsable... Là, on parle de 5 années entre 2010 et 2015. Le Front National a beaucoup augmenté dans une région où il n'était pas présent. Parce que, encore une fois, la droite extrême ne se positionne plus de manière identifiée dans la région à travers ces élections-là. Aucune responsabilité de la gauche donc, sur ce dossier ? Je pense que la montée du Front National, elle n'est pas de la responsabilité de la gauche, elle est de la responsabilité, elle correspond à la réalité des difficultés que connaît notre pays. Ce montée de l'extrême droite, c'est pas propre à la France. Ça se produit dans la plupart des pays d'Europe. Et par conséquent, il y a là une vraie réalité qui démontre que la crise, la difficulté pour les formations politiques traditionnelles de droite ou de gauche à apporter des réponses dont l'efficacité est mesurable immédiatement, est réel, et que par conséquent, un certain nombre d'électeurs qui votaient précédemment pour différentes formations, à droite, à gauche, à extrême gauche, se votent un peu, je crois, par dépit, se votent pour le Front National. C'est un vote qui implique qu'on sait qu'il y aura des élus Front National dans la prochaine Assemblée régionale. Avant, hein. Moi, j'ai siégé à la région avec dans des élus du d'autres Front National. proportions. Monsieur Maréchal, à l'époque, le père d'une jeune femme que l'on connaît aujourd'hui dans le sud de la France, j'ai siégé avec lui au Conseil régional. J'ai même discuté avec lui comme conseiller. Ils vont venir et sans doute davantage en nombre. Il nous reste 6 minutes d'émission précisément, Jacques Auxiet. Le temps passe vite. C'est la fin de la présidence de la région pour vous ? C'est une retraite politique ? Qu'est-ce que vous allez faire de cette retraite ? C'est pas nouveau. Hein. Je l'avais annoncé en 2010 que c'était mon dernier mandat. J'ai quitté La Roche-sur-Yon comme conseiller municipal l'année dernière et j'abandonnerai effectivement tout mandat électif. Vous savez pourquoi quand même ? Vous connaissez mon âge. Vous aurez 75 ans en décembre. Vous avez eu la gentillesse de ne pas l'annoncer jusqu'à maintenant. 75 ans en décembre. Au moment où vous quitterez la vie politique. Donc, vous allez vous ennuyer à la retraite, non ? Non, je l'ai organisé, si je puis dire, puisque dans ma tête, tout ça est tout à fait normal. Et puis, à la limite, je préfère partir dans de bonnes conditions. Alors, il y a 2 journalistes de Ouest France, Philippe Pécal et Jean-Martial Boudard, qui viennent d'écrire un livre vous concernant, qui sortira mi-novembre, intitulé « Jacques Auxiet, un socialiste chez les Chouans ». Selon eux, vous avez un regret, c'est celui de ne pas avoir été député. Vous auriez aimé avoir un destin national ? Ah non, ils se trompent là. C'est ce que disent vos proches, ce qu'ils ont compris de ce que disaient vos proches. Alors je vais vous raconter une anecdote que je n'aurais pas racontée sans doute celle-ci là. 1986,
ça remonte loin. 1986, c'est la gauche est en responsabilité, et c'est la première fois qu'il y a des élections législatives à la proportionnelle. Et vous regrettez de ne pas y être allé? Non, pas du tout. On m'a proposé d'y aller. Et vous avez dit non? J'étais responsable socialiste un tout petit peu en Vendée. Et donc, si j'avais voulu être tête de liste aux législatives de 86, je l'aurais été. Donc pas de regret sur un destin national. J'ai pas pensé que député, hein, Vous auriez pu être à côté de Jean-Marc Ayrault dans l'hémicycle, regardez. J'ai pensé que Pierre Métais, qui avait été député socialiste du Sud Vendée en 1981, devait être la tête de liste pour reconquérir sa place de député qu'il avait gagnée, je dirais, à la loyale et pas à la proportionnelle. Et donc après, ça a été Philippe Puot, mon premier adjoint, à la mairie de La Roche-sur-Yon, qui était numéro 2. On m'avait sollicité. Et là, j'ai choisi, moi, le conseil régional, pour être élu conseiller régional et faire en sorte que le lien entre la région et la ville de La Roche-sur-Yon puisse être plus fort et plus intégré dans les responsabilités locales qui étaient les miennes. Je ne regrette rien. Il nous reste 4 minutes d'émission. J'ai demandé des réponses très brèves par rapport à un quiz, des visages qui vont défiler. On va commencer par Philippe de Villiers, que vous avez bien connu, puisque quand vous étiez maire de La Roche-sur-Yon, il était président du département. On s'est fréquenté, effectivement, de 88 à 2004. Nos rapports ont été ceux de responsables politiques marqués. Lui, il était candidat au présidentiel, moi pas, aux législatives, moi pas. Mais j'étais maire du chef-lieu et lui président du département. On n'était pas sur tout à fait les mêmes lignes politiques, n'est-ce pas? Et on se l'est dit très clairement. Mais il a eu des propos très élogieux pour vous encore récemment. Par contre, ce n'est pas la première fois. Non, c'est vrai. Moi non plus, quand il a quitté, j'ai dit ce que je pensais, à savoir que c'était un visionnaire, que c'était quelqu'un qui considérait que la responsabilité publique servait à quelque chose, avec une démarche très volontariste. Je n'étais pas toujours d'accord avec ce qu'il choisissait, mais sur des dossiers essentiels, le désenclavement de la Vendée, le développement de l'enseignement supérieur, un certain nombre d'autres actions pour lesquelles, conjointement, en tant que maire du chef-lieu et élu président du conseil départemental, on a été, je crois, utile, peut-être un peu intelligent même, de considérer qu'il y avait, au-delà de nos divergences même, il y avait l'intérêt général et on était capable de pouvoir avoir la même position pour ce qui concerne des sujets comme le contournement de La Roche-sur-Yon. On m'a donné hier une belle photo où on est, lui, Olivier Guichard et moi, pour discuter du contournement de La Roche-sur-Yon. Vous voyez qu'il y a quand même, au-delà des différences, mais je crois que c'est aussi symbolique de pouvoir montrer à l'opinion publique qu'on peut avoir des divergences fortes, mais que de temps en temps, l'intérêt général, ça existe. Alors, on va un autre personnage qui était votre prédécesseur à la région, François Fillon. François Fillon, écoutez, moi, je l'ai connu comme président du conseil régional. Je l'ai connu aussi un peu, puisque je suis allé le voir lorsqu'il était ministre. Vous avez pu travailler avec lui, comme avec Philippe de Villiers? J'ai pas beaucoup travaillé avec François Fillon. Pas beaucoup, non. Je connais assez peu François Fillon. Alors, peut-être quelqu'un que vous connaissez mieux, alors. Ce que je sais, c'est qu'on m'a remis son livre hier. D'accord. Et vous allez C'était un pot de vin. Vous aurez le temps de le lire. Roselyne Bachelot. Roselyne Bachelot, c'est un personnage, effectivement, que j'ai côtoyé dans l'hémicycle pendant de longues années. Et à titre d'anecdote, lorsqu'elle sa dernière mandature à 2004, puisqu'elle était conseillère régionale, elle venait me trouver pour me demander gentiment, on se tutoie avec Madame Bachelot, elle venait me demander gentiment de la faire parler en premier pour pouvoir s'exprimer rapidement, pour que son message ne soit pas brouillé par ses autres collègues. Donc oui, je connais bien. Je pense qu'elle a eu un parcours un peu atypique quand même, parce qu'elle est maintenant dans une situation un peu particulière. Elle a une retraite particulière. Oui, non, je vous assure que ça ne fait pas partie, je ne vais pas vous concurrencer comme animateur de radio ou de télévision, je ne sais pas faire. C'est jamais. Merci beaucoup Jacques Auxette, en tout cas d'avoir été notre invité pour nous annoncer votre retraite politique et faire le bilan de ces 11 années de présidence. La semaine prochaine, notre invité, on vient d'en parler, ce sera Philippe de Villiers, à l'occasion de la sortie de son livre, un portrait au vitriol de beaucoup d'élus et des présidents de la République. Tout de suite, vous retrouvez Éléonore Duplay pour le journal régional. Très très bon après-midi, très bonne semaine politique et à la semaine prochaine.